Les racines du ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Véronique Villa, préparée par Marie Dalquier, avec à la technique Éric Boisset et Clément Watrowski. Aujourd'hui, nous recevons Raphaël Imbert pour parler des racines spirituelles du jazz. Raphaël Imbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes saxophoniste de jazz et chercheur au CNRS. Il n'y a pas très longtemps, on a reçu quelqu'un qui jouait aussi je ne sais plus quel instrument, qui était directeur de recherche au CNRS. Donc vous voyez, c'est pas incompatible d'être musicien et chercheur. Vous avez fondé le groupe Nine Spirit pour jouer des musiques sacrées, réaliser des spectacles qui s'inspirent de textes évocateurs. Vous avez été également lauréat de la Villa Médicis pour un projet d'études sur le jazz, sur le sacré et le jazz. Et vous venez de publier Jazz Suprême, musique d'initié, de mystique, de prophète, chez François Bourin, éditeur. Alors, la question sera toute simple. Quelles sont les racines spirituelles du jazz? Puisque c'est le sujet de l'émission. Enfin, on aura d'autres questions. Oui, c'est une question assez vaste, mais à laquelle il est relativement simple de répondre, puisqu'on a tous en tête, par rapport à toutes les études qui ont été faites, c'est une musique qui est à la fois très étudiée et encore assez méconnue, ou encore assez étrange pour beaucoup de chercheurs, beaucoup de musiciens même, ou d'artistes. Je m'amusais même dans le livre à noter plutôt tous les grands artistes qui détestaient le jazz, parce qu'on a toujours tendance à savoir qui aime le jazz. Il y avait des rubriques dans les revues spécialisées pour ceux qui aiment le jazz. Et moi, j'ai toujours trouvé ça plus intéressant de savoir qui n'aimait pas cette musique. Alors, par exemple Pierre Boulez, c'est un très bon exemple pour parler d'un de nos grands monuments. John Cage, paradoxalement, un Américain qui est quand même un compositeur américain qui est très lié à la scène underground et d'avant-garde de son pays, et qui pourtant, que ce soit John Cage ou Boulez, exprime une certaine méfiance, d'une part pour le côté insaisissable de cette musique. On pense tous à l'improvisation dedans, évidemment, c'est un peu le maître mot, mais John Cage se définissait lui-même comme un maître de la spontanéité et de l'improvisation qui ne disait pas son nom, et aussi de son aspect paradoxalement très mémoriel. C'est quand même une musique de mémoire, c'est une musique qui est liée à un événement, à plusieurs événements, mais l'acte fondateur, c'est quand même la traite négrière, l'esclavage, tout ce qui s'ensuit, et toutes les rencontres paradoxales que ça a pu provoquer entre différentes cultures, c'est-à-dire l'africaine, l'européenne, la celte même, pourquoi pas, les cultures européennes, espagnoles et françaises, allemandes et anglaises, et puis tout ce qui s'est passé sur ce territoire. Et pour ces musiciens, ces compositeurs de musique contemporaine qui ont été quand même les chantres du futur, de l'avenir, d'un certain tabula rasa dans l'histoire de la musique, voir ces musiciens qui quand même viennent du peuple au sens de musique populaire, jouer une musique nouvelle mais qui s'ancre totalement dans les racines, puis reprendre le mot racine, et qui s'ancre dans l'histoire et dans la mémoire de ce qui s'est passé, c'est quelque chose qui leur paraissait presque, il y a des témoignages assez précis, même de gens musicologues ou musiciens de jazz qui auraient aimé s'approcher plus de gens comme Boulez. Je pense à André Auder, qui est un de nos grands musiciens de jazz. Pour lui, ces manifestations de mémoire, et aussi, il le dit lui-même, André Auder, ces manifestations de cérémonies, voire de rituels ou d'incantations qu'on peut retrouver dans le free jazz dans les années 60, par exemple, ou dans le blues et le negro spiritual, paraissaient très suspectes, en fait. Donc ces témoignages-là, pour moi, ils m'apprennent plus sur ma musique que ceux qui vont dire « moi j'adore le jazz parce que j'ai dragué sur Sidney Bechet quand j'étais jeune » ou parce que j'ai le souvenir d'être allé au Festival de Nice dans les années 40, ce qu'on retrouve assez souvent, ou avec des clichés, pas forcément faux. Le jazz, c'est la musique de la liberté, c'est la musique de la libération des GI en 44, c'est la musique de la liberté des mœurs ou de l'existentialisme. C'est pas des clichés qui sont faux, mais c'est quand même des clichés extrêmement récurrents et qui gomment un petit peu, voire franchement, un aspect de cette musique, notamment lié à ce que témoignent tous ces musiciens, quelle que soit leur époque, sur la racine spirituelle, justement. Plus que racine, ça part de racine. On pense, la plus connue étant le negro spiritual et le gospel, mais on voit aussi une manifestation spirituelle de la part des musiciens, quelle que soit l'époque du jazz, qu'on pourrait diviser très schématiquement. Avant qu'on aille plus loin, récapituler à peu près quand est né le jazz, dans quelle mouvance, et puis comment ça a évolué en différents courants.
Eh ben, on va dire l'acte fondateur industriel du jazz, c'est 1917, quand l'original Dixieland Jazz Band enregistre le premier disque de jazz. Et ça s'appelle jazz déjà, donc Le mot jazz est dans l'orchestre. inventé là. Voilà. Le mot jazz, lui, il apparaît subrepticement au tout début du XXe siècle. Il est même orthographié J-A-2-S, ce qui faisait dire à Archie Shepp il y a quelques semaines dans Libération que c'est peut-être un mot d'origine occitane. Moi qui suis provençal, je trouvais ça assez intéressant comme origine. Et c'est un mot qui fait débat. C'est-à-dire qu'on ne saura sans doute jamais. Ce que ça veut dire. Exact. Alors, il y a une connotation sans doute sexuelle là-dedans, sans doute d'une réminiscence africaine, de mots africaines dedans. Mais il y a tellement. C'est un mot polysémique par excellence. Par contre, on va dire, l'acte fondateur, celui que je vous donnais de 1917, ce premier enregistrement de jazz qui est nommé jazz, a le mérite d'être clair. Il y a un avant et un après. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que c'est un orchestre blanc qui enregistre. C'est-à-dire que les musiciens noirs à l'époque, il y a eu beaucoup de propositions quelques mois auparavant, voire même l'année d'avant, pour des musiciens comme Freddie Keppard ou d'autres. On leur a proposé d'enregistrer. On dit non, si j'enregistre, on va piquer mes idées. Et c'était quelque chose le sens du secret, sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans ce livre, était tellement fort à l'époque que finalement, beaucoup de musiciens noirs ont renoncé à enregistrer de peur qu'on leur pique les idées. Et d'une certaine manière, ils avaient raison, puisque l'original Dixieland Jazz Band, dont l'orchestre est constitué majoritairement d'Italo-Américains de la Nouvelle-Orléans, et un excellent orchestre de jazz, mais a été le premier, et ça a été un acte un peu, j'allais dire un acte manqué, en tout cas un acte bizarre pour l'histoire du jazz, qui est quand même fondamentalement une musique. Le terme musique noire ne veut pas dire grand-chose, mais une musique qui est créée par ce que moi j'appelle la circonstance noire. C'est-à-dire qu'il y a quand même un événement, l'esclavage et tout ce qui s'ensuit, qui crée les conditions de cette création, de cette musique, qui a la particularité dès le départ de faire revenir quelque chose qu'on a, dans la culture occidentale, voulu gommer, effacer, qui est l'improvisation et l'oralité. Et tout d'un coup, reviennent par la fenêtre ou par la porte de derrière toutes ces centaines, voire ces milliers de musiciens virtuoses. Alors ça, les témoignages de cette époque-là, il y a un très beau témoignage de Ernest Ansermet, qui est un chef d'orchestre suisse, donc on ne peut pas soupçonner au départ culturellement qu'il ait de l'empathie pour cette musique, et il entend un jeune clarinettiste dans la Revue Nègre, et il dit c'est l'avenir de la musique. J'ai jamais entendu un musicien virtuose qui a inventé quelque chose. Et ce jeune clarinettiste, c'était Sidney Bechet, justement. Il avait écrit un texte extrêmement prophétique qui expliquait bien, et d'ailleurs il le disait bien, il dit mais d'ailleurs je ne sais pas si je suis content que ce soit l'avenir de la musique, j'ai un petit peu peur de ça, mais évidemment il est en train de se passer quelque chose qu'on n'a jamais vu. Et ce qu'on appelle le blues n'est pas antérieur au jazz, c'est un petit peu compliqué. C'est pour ça que je donne cette date. Parce que l'histoire de la musique américaine populaire et de la musique populaire moderne est liée à l'enregistrement. C'est-à-dire que notre mémoire historique est liée aux enregistrements. Avant cette date-là, on peut spéculer sur des témoignages, des récits. Il y en a énormément dès la fin du XVIIe siècle, XVIIIe siècle, notamment des récits de voyage, d'ailleurs francophones ou français, de gens qui visitent les plantations et qui tous témoignent de la virtuosité vocale des esclaves et des descendants d'esclaves et de toute la communauté noire américaine sur ce territoire-là. Il y a quelque chose déjà qui se passe, c'est évident. Mais on ne peut que spéculer sur la réalité de la chose. Oui, parce qu'on n'a pas d'enregistrement sonore. Et c'est très clair qu'il y a dans ces témoignages-là, il y a un aspect sacré, c'est-à-dire qu'il y a la musique qui est jouée dans un contexte sacré, voire liturgique, sachant que quand même la relation des esclaves avec l'Église est conflictuelle. Beaucoup de propriétaires et de planteurs ne souhaitaient pas que leurs esclaves soient baptisés, pour cause. Un baptisé, c'est un homme libre. Un esclave qui est baptisé, il y a une problématique qui se met en place, qui a fait énormément de débat au XVIIIe siècle aux États-Unis d'ailleurs. Et de l'autre côté, il y a tout de suite des témoignages d'une musique, on va dire profane, en tout cas c'est comme ça qu'elle est présentée, c'est la musique de travail, ce qu'on appelle d'abord le work song. Donc c'est la musique qui est chantée chantée généralement, mais aussi jouée, le rythme qui est marqué justement avec les pioches, les instruments d'agriculture, ce genre de choses, mais qui est essentiellement vocal et qui est manifesté dans les champs et dans tous les secteurs du travail des esclaves ou de la petite société noire américaine libre. Il y en a quand même une dès le départ, elle nous intéresse d'ailleurs énormément dans notre sujet, parce qu'on a cette image du Sud évidemment majoritairement esclavagiste, mais dans tous les États-Unis, au nord comme au sud, très rapidement va se constituer une petite société d'affranchis et de noirs libres qui va être très très importante pour l'édification spirituelle et intellectuelle des masses afro-américaines. Lilian Var, bonjour. Bonjour. Oui, en fait, ce que vous dites de l'histoire du jazz, et évidemment, nous n'en sommes encore qu'au début,
Mais après, c'est vrai que cette musique proprement afro-américaine va envahir le monde, littéralement, puisque toute la musique pop, finalement, est issue de cette musique-là. En fait, en réfléchissant à ce sujet du jazz, tout simplement, je pensais au jazz, j'ai pensé à Édouard Glissant et à tout ce qu'il dit sur la créolisation, pardonnez-moi, de la culture et de sa notion de tout monde. Et l'idée que, finalement, les cultures sont amenées à s'entrechoquer, l'ancien et le moderne, le jeune et le vieux, le colonisé et l'opprimé, le colonisateur, pardon, et le colonisé, l'oppresseur et l'opprimé. Et je crois que, finalement, ce lieu musical qu'a été le négro spirituel, puis le jazz, puis ensuite toute la musique pop, c'est peut-être un des meilleurs exemples de ce que Édouard Glissant appelle de ses voeux, qui est justement de ne pas s'intégrer, de garder son identité, tout en fécondant finalement la culture dans laquelle on est. Et ça a été vraiment le cas des esclaves noirs, qui ont fécondé ô combien la culture américaine et la culture mondiale, avec l'apport, donc cet apport musical. Donc je voudrais vous proposer juste quelques extraits, en fait, du traité du tout monde. Et vous me direz après si vous êtes d'accord avec cette analyse. Il me semble que vraiment l'histoire du jazz est peut-être le meilleur exemple de ce que Édouard Glissant donc appelle de ses voeux. J'appelle créolisation la rencontre, l'interférence, le choc, les harmonies et les disharmonies entre les cultures dans la totalité réalisée du monde terre. Les exemples de créolisation sont inépuisables et on observe qu'ils ont d'abord pris corps et se sont développés dans des situations archipéliques plutôt que continentales. Ma proposition est qu'aujourd'hui, le monde entier s'archipélise et se créolise. Tous les peuples sont jeunes dans la totalité monde. Il n'y a plus de vieille civilisation qui veillerait à la santé du tout, comme des patriarches vêtus de sagesse séculaire, là même où d'autres peuples seraient ardents et comme sauvages d'une jeunesse non encore éprouvée. La démesure raccourcit les temps et les a démultipliés. Nous sommes tous jeunes et anciens sur les horizons, cultures ataviques et cultures composites, colonisateurs et colonisés d'hier, oppresseurs et opprimés d'aujourd'hui. Parce que, par exemple, nous commençons à peine de concevoir qu'il est grande barbarie à exiger d'une communauté d'immigrés qu'elle s'intègre à la communauté qui la reçoit. La créolisation n'est pas une fusion. Elle requiert que chaque composante persiste, même alors qu'elle change déjà. L'intégration est un rêve centraliste et autocratique. La diversité joue dans le lieu, court sur les temps, rompt et unit les voix et les langues. Un pays qui se créolise n'est pas un pays qui s'uniformise. La cadence bariolée des populations convient à la diversité monde. La beauté d'un pays grandit de sa multiplicité. Je suis particulièrement heureux que vous citiez Édouard Glissant et ce texte. J'aurais tendance à considérer que c'est un des livres qui explique le mieux le jazz et une pensée qui explique et qui raconte le jazz de manière très forte et très claire. Il a ajouté des choses, d'ailleurs, il a fait des interviews dans le cadre de revues spécialisées, notamment Jazzman, une interview qui m'a marqué. Et il disait, vous savez, c'est très simple, le métissage, c'est ce qui crée du prévisible, et la créolisation, c'est ce qui crée l'imprévisible. Et moi, ça fait tilt, évidemment. On est quand même dans une musique, dans un registre. Quand il parle d'uniformisation, c'est-à-dire que la créolisation ne peut pas créer d'uniformisation, elle va créer un archipel de choses. Le jazz ne fait que cela. Et c'est-à-dire, en cela, le jazz est sans aucun doute une musique à part par rapport à beaucoup d'autres musiques, même notamment, évidemment, les racines de la pop, du rock sont les mêmes, mais ce sont des musiques qui se sont, par le biais de l'industrialisation, relativement uniformisées. Le jazz, lui, toujours rétif à des formes d'académisation, même si on le voit de plus en plus dans les conservatoires et les universités, avec des conséquences plus ou moins heureuses. Et il a toujours eu cette capacité à transgresser. C'est une musique de transgression. Il va prendre Louis Armstrong à Nouvelle-Orléans, va prendre des vieux cantiques ou des musiques classiques. C'était un fan de bel canto et d'opéra. Et il va les transformer avec un certain respect, mais quand même avec une véritable, je dirais presque, transformation alchimique qui fait que la musique se transforme, change, évolue, se modernise d'une certaine manière. Et moi, je vois dans le jazzman cette figure du musicien insaisissable,
anti-académique, c'est pas forcément le mot, mais un musicien qui connaît la musique. Hein, c'est pas l'image qu'on peut avoir justement à travers ces témoignages des chants de coton ou du blues dont on parlait tout à l'heure, d'un musicien autodidacte, ignare, beau parce que ignare. Et d'ailleurs, c'est la vague la vague du jazz dans les années 20 est très liée à ça, notamment de la part des intellectuels. On aime le jazz parce qu'il représente une sauvagerie, il représente quelque chose qui bouge un petit peu le bourgeois, on va dire. Voilà. Et ça, on va chercher dans le jazz une forme de mythe et de fantasme africain. Et quand il parle avec ces musiciens, que ces intellectuels, notamment parisiens de l'époque, vénèrent, ils sont en face de gens parfaitement cultivés, notamment littérairement, faut pas croire. Et en plus des gens qui spirituellement et politiquement ont une idée extrêmement précise de ce qu'ils expriment. Alors vous dites spirituellement, ça me paraît important parce qu'on peut comprendre les racines spirituelles du jazz à travers effectivement cette plainte, cette nostalgie, tout ce qui a été cette âme douloureuse qui essaye d'espérer. Bon. Mais est-ce que après on peut parler d'une conscience spirituelle du jazzman? C'est-à-dire que au-delà de la naissance de la musique, est-ce que les jazzman dans les années justement qui ont suivi les années 20 ont revendiqué particulièrement une certaine spiritualité, une certaine foi, ou pas nécessairement? Alors, on va dire que cette manifestation, elle est extrêmement limpide dans les années 60. Et d'ailleurs, on l'a toujours reconnu. Jean Echenoz avait, en 72, écrit un remarquable article dans Jazzote qui s'appelait Notes sur le jazz mystique. Donc ça voulait bien dire qu'il y avait un jazz mystique, même si le terme me paraît un petit peu galvaudé, en tout cas fourre-tout pour expliquer tout ce mouvement-là. Et donc on s'est dit, mais après tout, dans les années 20 et 30, c'est quoi? C'est le New Orleans, c'est les musiciens qui viennent du blues, justement, ou du spiritual. Les musiciens qui sont quand même... En gros, ils jouent pour qui? Ils jouent dans les clubs, des clubs tenus par la mafia et tous les plus grands malfrats de l'histoire américaine et européenne aussi. Le contexte spirituel est quand même un peu ténu, on va dire. Et pourtant, c'est vraiment pour moi un travail que j'ai tenu à faire. Parce que quand même, prenons l'exemple de Duke Ellington, qui pour moi est quand même extrêmement significatif. Duke Ellington, c'est avec Armstrong la figure monumentale du jazz. S'il faut définir le jazz, on prend Duke Ellington ou Armstrong. Voilà, c'est jazz. C'est clair, dans le cas de Ellington, c'est les big bands, les grands orchestres. C'est le Cotton Club dans les années 20. Cotton Club, on a l'image de Joséphine Baker, c'est plusieurs danseuses vêtues ou pas comme Joséphine Baker. C'est des revues exotiques avec tout le fantasme que ça véhicule pour un public exclusivement blanc et de musiciens noirs et d'artistes noirs qui sont sur scène à Harlem. Et au même moment, Duke Ellington commençait déjà à réfléchir à ce qui allait devenir les concerts sacrés à la fin de sa vie, donc des concerts liturgiques, mais avec des influences spirituelles qui sont que moi j'ai découvert dans le cadre de mes recherches et qui m'ont vraiment frappé, notamment la franc-maçonnerie nord-américaine. Et ça, dans le cadre de mes recherches, et c'est l'objet de la deuxième partie de mon livre, qui sont un peu la nouveauté, parce qu'il n'y avait absolument rien qui a été fait sur ce sujet-là. Mais en gros, j'ai fait la liste d'ailleurs, tous les plus grands chefs d'orchestre de big band, les plus connus, Cab Calloway, Count Basie, Nat King Cole, Duke Ellington, Jimmy Lunceford, et tous les musiciens, les solistes de l'époque, parce qu'il y a le chef d'orchestre, puis il y a les solistes, ceux qui improvisent, Ben Webster, Johnny Hodges, Oscar Peterson, tous ces gens-là étaient francs-maçons dans ce qu'on appelle la franc-maçonnerie de Prince Hall, qui est une franc-maçonnerie noire américaine. Noire américaine parce que les Blancs, qui sait s'ils sont nombreux aux États-Unis, de ce qu'on appelle aux États-Unis, les chercheurs appellent ça la franc-maçonnerie mainstream, c'est-à-dire majoritaire, et jusqu'à une époque récente, quasi exclusivement blanche, et refuse catégoriquement d'initier les Noirs. Donc il va se créer, à travers cette petite société de Noirs libres et affranchis, va se créer une maçonnerie dès le XVIIIe siècle, dès la fin du XVIIIe siècle, et tous les jazzman sont initiés ou proches de cette école de pensée, qui n'a évidemment rien à voir avec l'image qu'on peut avoir de la maçonnerie en France, c'est-à-dire adogmatique ou très laïcarde, voire anti-religieuse. C'est une maçonnerie très biblique, très religieuse, très liée aux églises, puisque les fondateurs de la maçonnerie nord-américaine sont aussi les fondateurs de l'église méthodiste africaine, qui est la première église constituée noire américaine, sont les mêmes. Prince Hall, Richard Allen, Absalom Jones, tous ces gens-là créent en même temps ces deux mouvements, l'un initiatique, l'autre religieux. Et j'ai été totalement frappé de constater qu'en fait, tous les grands musiciens, avant la Seconde Guerre mondiale, peu ou prou, parce qu'il y a un vrai changement avec la guerre, appartiennent à cette maçonnerie-là, sont actifs. Duke Ellington était 32e degré du rite écossais ancien accepté. Lionel Hampton était 33e, donc d'après ce que je comprends, au plus haut grade. Et ça détruit un petit peu quand même l'image, notamment celle que l'on pouvait avoir tout à l'heure quand on parle de la plainte. Déjà, ce musicien qui joue une musique très joyeuse à cette époque-là. Donc, d'ailleurs, ils ont une volonté d'ailleurs de montrer
Bon, vous savez, tout va bien. Hein. On dépasse totalement le problème de cette mémoire-là. On la connaît, on la respecte, mais on va aller au-delà puisqu'on fait danser le monde entier, ce qui était le cas à l'époque. Et on fait une musique qui, finalement, à cette époque-là, est plutôt une musique considérée comme légère, c'est pas le mot, mais extrêmement gaie et joyeuse. Et malgré tout, c'est le cas de témoignages que j'ai retrouvés relativement nombreux. C'est pour ça que ça m'a toujours étonné de voir que finalement, c'est un sujet qui n'avait pas été étudié. Mais de très nombreux musiciens de cette époque-là parlent de cette appartenance et du fait que ça les a éduqués spirituellement. Parce que c'est un peu une université bis. À l'époque, on n'accède pas à l'enseignement académique. Ils vont trouver là un moyen de s'éduquer, de discuter, de parler et de s'élever spirituellement. Ça s'est dit très clairement par de nombreux musiciens. Vous êtes sur France Culture dans les Racines du Ciel en compagnie de Raphaël Imbert à l'occasion de son livre Jazz suprême, musique d'initiés, de mystiques et de prophètes chez François Bourin. Nous parlons des racines spirituelles du jazz. Alors dites-nous, ce premier choix musical, c'est important qu'on en parle vu le sujet effectivement. Ah bah c'est même primordial, c'est l'œuvre majeure du spirituel dans le jazz, voire même du mysticisme. C'est le sujet de ma troisième partie dans ce livre-là, c'est John Coltrane. John Coltrane, c'est, pour nous saxophonistes, c'est notre Menuhin, c'est notre Richter, c'est notre Rostropovitch. C'est celui qui a amené au plus haut les possibilités de l'instrument et de l'improvisation. Mais on connaît, je crois que tout le monde connaît, l'engagement spirituel, voire religieux de Coltrane, parce qu'il l'a manifesté partout, notamment avec cet album, Love Suprême. Et particulièrement à ce qu'on vient d'entendre, qui s'appelle... c'est dans cet album, Love Suprême. Alors, l'album s'appelle Love Suprême, ouais, il est en 4 parties. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est Psalm, c'est-à-dire un psaume, réellement. Et donc là, les références sont très claires. Elles sont limpides. Et pourtant, on a affaire à un musicien qui, pendant très longtemps, notamment auprès des critiques de jazz de l'époque, on est dans les années 60, c'est les critiques de jazz en France, écoutent du free jazz et du jazz moderne pour des raisons très politiques. C'est la musique de la libération, notamment de la libération révolutionnaire, de la révolution qui est en marche à ce moment-là. Donc révolution, on va dire, influencée par le marxisme, par le maoïsme. Et tous les journalistes de jazz, notamment français et particulièrement français, sont très liés à ça. Et pour eux, Coltrane, c'est un monument. Et donc on va le rapprocher dans les textes de l'époque. On pense à un livre qui a été très important de Philippe Carle et de Jean-Louis Comolli qui s'appelle Free Jazz, Black Power. On va rapprocher Coltrane, qui est quand même la manifestation la plus évidente de cette radicalité, de cette parole noire très forte, de Malcolm X, des mouvements de Black Power, de tous ces mouvements révolutionnaires qui sont en marche. Et Coltrane, on lui a posé souvent la question. Alors vous êtes Malcolm X, vous êtes proche. Coltrane, d'ailleurs, dans une interview à la fin de sa vie, dit oui, je suis allé écouter une Malcolm X une fois. Vous savez, en gros, je suis noir américain, je dois m'intéresser. Enfin, Malcolm X, c'est quand même incontournable. Mais vous savez, ce qui compte, c'est la beauté. Ce qui compte, c'est que ma musique soit une force de beauté et une force de sagesse. Et les journalistes, on sent toujours dans ces interviews un décalage énorme entre le journaliste, en l'occurrence c'était Frankowski, qui est un journaliste qui a fait la plus belle interview de Coltrane, mais qui est un journaliste marxiste, militant, qui est complètement décontenancé par les réponses de Coltrane. Il attendait une réponse politique et une réponse totalement religieuse. Ouais. On a fait la même chose avec Albert Heller. Albert Heller, c'est le compagnon de route de Coltrane, c'est le plus radical des free jazzman, c'est un cri
perpétuel et des mélodies très simples, mais un cri perpétuel. Et on lui pose la question aussi. Alors, vous avez enregistré avec Amiri Baraka sur un label qui s'appelle Djihad, proche donc des milieux, on va dire, pas fondamentalistes, mais des milieux islamo-politiques les plus radicaux de l'époque. Il dit, vous savez, j'ai enregistré là parce que j'avais besoin de travailler. Amiri Baraka est un ami, mais vous savez, depuis, on se parle plus trop parce qu'il a des vues sur ma musique qui ne sont pas les miennes. Moi, je travaille pour le Seigneur. Et il est dit très clairement, avec un propos encore plus évangéliste que ne l'est Coltrane. Ce Coltrane, justement, c'est là-dessus que j'ai travaillé. On a dit, Coltrane est un noir américain issu de ses racines méthodistes. Ils sont tous redevables de Dieu. D'ailleurs, vous ouvrez n'importe quel disque américain de toute facture, que ce soit du hip-hop, de la FM, de la pop ou du jazz, vous verrez quelque part, je remercie Dieu de m'avoir donné ce don. Et d'ailleurs, généralement, est-ce qu'il doit le remercier ou pas, suivant les produits qu'on a et qu'on écoute, on peut se poser la question. Dans le cas de Coltrane, quand même, on a affaire à quelque chose de monumental, de merveilleux. Et Love suprême, donc l'amour suprême, la thématique est très claire. Et il le livrait, alors à l'époque, c'était les vinyles, un bel objet que vous ouvriez. Et vous aviez un texte qui était un poème, qui s'appelle Love suprême. Et de l'autre côté, des liner notes, ce qu'on appelle les commentaires, écrits par Coltrane, ce qui était assez rare à l'époque, mais les musiciens de jazz ont toujours aimé écrire sur leur musique, contrairement à ce qu'on pense, et particulièrement Coltrane. Et là, il est très clair, il dit, mais voilà, en fait, en 57, j'ai rencontré Dieu. Et j'ai fait cette rencontre qui a changé ma vie. Alors qu'on y croit ou on n'y croit pas, c'est pas le problème, le témoignage est là, et il faut le prendre en compte. Et à partir de cette expérience, ma musique a changé et je me dois maintenant, donc on est en 64, donc quelques années quand même malgré tout, cette expérience, qui est circonstanciée par son entourage. Alors, sa mère d'ailleurs dira mon fils a vu Dieu, ce qui est quand même très grave parce que quelqu'un qui a vu Dieu va mourir. Elle avait d'ailleurs raison puisqu'il meurt 3 ans après. Et donc elle est circonstanciée par son entourage et en fait on sait maintenant, quand il dit avoir vu Dieu, c'est au moment où il fait cold turkey. C'est quelque chose que les jazzmen connaissent bien, c'est qu'au moment où on se débarrasse de la drogue. On s'enferme quelque part. La grande majorité des jazzmen de l'époque étaient effectivement soit cocaïnomanes, soit héroïnomanes, ou avec l'alcool. Il faut tenir le coup. Un jazzman, à l'époque, jusqu'à une époque relativement récente, jouait de 6h du soir à 6h du matin tous les jours. Généralement, quand il était en tournée, il faisait en plus de ça 800, voire 1000, voire 1500 km par jour. Il faut tenir le coup. On ne vit pas vieux. Regardez les dates de mort, l'âge des jazzmen au moment où ils meurent, c'est absolument redoutable. Coltrane mourra à 41 ans. Et lui décide de faire ce qu'on appelle cold turkey, la dinde froide. Donc on s'enferme et on attend que ça passe, on attend que l'état de manque s'en aille. Généralement, c'est terrifiant et les gens qui ont secondé Coltrane disent il a été très serein. Il n'a pas dit un mot, il n'a pas crié, ce qui est généralement le cas dans ces moments-là. Et il sort, au bout d'une semaine de cold turkey, il dit j'ai vu Dieu. Alors évidemment, n'importe quel médecin, psychologue, pour vous dire il y a des causes extrêmement précises dans ce cas-là. Peu importe, en tout cas, l'expérience a été assez forte. Pas au sens, parfois par provocation, je dis, dans ce sujet qui est un petit peu polémique vis-à-vis de tout ça, j'ai tendance à dire, vous savez, entre George Bush, Born Again et Coltrane, même combat. Mais en fait, c'est pas tant que ça, c'est évidemment pas ça. C'est une expérience qui est très profonde pour lui. Et il en fait non seulement œuvre musicale, mais en plus œuvre littéraire, ce qui pour moi le rapproche énormément. Et c'est un peu pour cela que je pense que c'est le seul véritable mystique de l'histoire du jazz, pour un peu répondre à Jean Echenoz quelques années après. Il est assez proche de ce que des vrais mystiques religieux ont fait, c'est-à-dire que comment on raconte l'inexplicable, comment on raconte l'intraduisible. On a envie de raconter quelque chose qui n'est pas racontable. La musique et le poème sont des vecteurs qui permettent reconnus. de parler de l'invisible. Voilà, qui permettent de dire de parler, l'invisible. Oui. Et j'ai été assez content de comparer le texte de Love suprême, ce poème, avec Saint-Jean de la Croix, Rumi ou Thérèse d'Avila, par exemple. Oui, c'est ce que j'allais vous dire, c'est-à-dire que c'est là aussi la grande différence avec Bush, c'est qu'évidemment... Il n'a pas écrit des poèmes, il a fait la guerre en Irak. Voilà. Et vous allez ça n'a pas les mêmes conséquences. Non, et puis au cœur du poème, vous avez les mots paix, amour, etc. Et effectivement, si on vous donne ce poème en disant qui l'a écrit, vous avez spontanément, on ne dit pas c'est Coltrane. C'est vrai que spontanément, on dit tiens, c'est un mystique. C'est Tagore. Oui, c'est vraiment d'une facture, je dirais, très classique, mystique, avec une très grande simplicité en même temps. Et on voit que quand même, il y a cette difficulté. Il est obligé de dire tout simplement Dieu, c'est Dieu, parce qu'il ne peut pas dire autre chose que ça. Et ça aurait tendance à montrer qu'effectivement, il a fait quand même une expérience qui est quelque chose d'une nudité, en fait, de lui à cet être, en tout cas, qu'il a rencontré. Je ferai tout mon possible pour être digne de toi, ô Seigneur. Tout doit faire de même. Merci, Seigneur.
paix. Il n'y en a pas d'autre. Dieu est. C'est si beau. Merci Seigneur, Dieu est tout. Aide-nous à surmonter nos peurs et nos faiblesses. Merci mon Dieu. En toi tout est possible, nous le savons. Dieu nous a fait ainsi. Garde un œil sur nous, Seigneur. Dieu est. Il a toujours été. Il sera toujours. Aucun doute. C'est Dieu. Il est la grâce et le pardon. Il est de la plus haute importance de te connaître. Les mots, les sons, les paroles, les hommes, la mémoire, les peurs et les émotions, le temps, tout est en relation. Tout vient de l'un. Tout va à l'un. Béni soit son nom. Les ondes de pensée, de chaleur, toutes les vibrations, tous les chemins mènent à Dieu. Merci Seigneur. L'univers est plein de merveilles. Dieu est tout. Son chemin, merveilleux. Les pensées, les actes, les vibrations, tout retourne à Dieu. Et il assainit tout. Il est la grâce et le pardon. Gloire à Dieu. Dieu est tellement la vie. Dieu est. Dieu aime. Puissais-je être accepté dans son sein? Nous ne faisions qu'un dans sa grâce. Le fait que nous existons bel et bien est ta reconnaissance, ô Seigneur. Dieu effacera nos larmes. Il l'a toujours fait. Il le fera toujours. Recherche-le chaque jour. Tous les jours, cherche Dieu. Chaque jour. Chantons tous nos chants pour Dieu, à qui toute louange est due. Loué soit le Seigneur. Aucune voie n'est facile, mais toutes ramènent à Dieu. Nous partageons tout en Dieu. Tout est Dieu, tout est toi. Loué soit-il. Nous venons tous d'une chose, la volonté de Dieu. Merci Seigneur. J'ai vu Dieu. Je l'ai vu de façon impie. Personne ne peut être plus grand. Merci Seigneur. Ça a le mérite d'être clair. Et assez étonnamment, c'est le disque, sans aucun doute, un des disques de l'histoire du jazz qui a le mieux marché. Et d'ailleurs, moi, je pourrais appeler ça, vous savez, ce film qui s'appelait le Blair Witch Project, qui était considéré dans l'histoire du cinéma comme le film le plus rentable de l'histoire du cinéma, parce que ça a coûté à peu près $100 et ça en a rapporté 100 millions. Sans doute Love Supreme arrive dans cette catégorie, parce que c'est 2 heures de studio. Les jazzman ne se préoccupent pas de préparer, de réenregistrer. Tout est fait dans une salle qui ressemblait d'ailleurs beaucoup à ce studio de Radio France. Tout était dans la même pièce et on enregistrait, on improvisait. La séance de Love Supreme a duré en tout et pour tout 2 heures. Je pense, pour un album qui s'est vendu la première année 500 000 exemplaires. Et il y a eu un effet incroyable. Pourtant, c'est une musique, on l'a entendu, c'est pas une musique simple, c'est pas une musique facile. C'est une musique qui d'ailleurs est étiquetée, j'aime pas les étiquettes, mais étiquetée free jazz, jazz d'avant-garde. Et pourtant, des centaines de milliers, voire des millions, parce que le disque continue de très bien se vendre, 50 ans après, et ben, des millions de personnes se sont identifiées à ce disque-là, à un message, quelque chose qui était très présent, à un projet aussi, d'une certaine manière. Il y a quand même un but là-dedans. Je voulais vous demander, par rapport à toute votre passion pour le jazz et pour la spiritualité, quels seraient pour vous les 2 ou 3 disques qui vous ont le plus ému sur ce plan spirituel dans tout ce mouvement, ce courant du jazz, pour que nos auditeurs qui connaîtraient pas très bien le jazz, mais qui s'intéressent, on en est sûr, à la spiritualité, voudraient faire cette jonction entre les deux. Quels seraient les 2-3 disques en dehors de celui-là, John Coltrane, donc Love Supreme? Ah bah ça c'est évident. Mais voilà, en dehors de celui-là, quels seraient les quelques autres que vous recommanderiez particulièrement? Je pense que Black, Brown and Beige de Duke Ellington, surtout la version de 1958 chez Columbia, ou Maya Jackson, la plus grande chanteuse de gospel, qui refusait jusque-là d'enregistrer avec des jazzman. Elle était là pour le Seigneur. Elle n'avait aucune raison d'enregistrer avec des musiciens de club, voire pire, comme je le disais tout à l'heure. Et quand Duke Ellington, qui pourtant est ce chef d'orchestre du Cotton Club, qui s'est fait connaître au Cotton Club, lui propose d'enregistrer Black, Brown and Beige et de chanter Comme Sunday, qui est une des plus belles œuvres religieuses de l'histoire du jazz, elle accepte tout de suite. Et cette séance de studio est une merveille. Il se passe quelque chose de très fort. Et Black, Brown and Beige résume Black, Brown and Beige. Noir, brun et beige. Et la cantatrice, la chanteuse Maya Jackson. Et en fait, ça résume toutes les idées à la fois politiques et spirituelles d'Ellington, puisque c'est l'histoire du peuple afro-américain, de sa servitude, de sa libération et de son regard vers le Très-Haut, puisque comme Sunday, c'est ce moment-là qu'elle chante, raconte ce rapport très privilégié, selon Duke Ellington, entre le sacré et ce peuple afro-américain. Oui, et là, je voulais aussi vous interroger sur ça. C'est que j'ai l'impression quand même que cette intégration du sacré
éminemment biblique, hein, les racines sont profondément bibliques. J'ai l'impression que, de même que sur le plan esthétique, le jazz a fait une sorte de renversement en fait des normes esthétiques. Il y a un renversement spirituel qui se fait. Alors peut-être le chant le plus emblématique de ça, c'est le fameux va dire au Moïse, va dire à Pharaon de libérer exactement, in Egypt land, absolument, qui reprend l'histoire des Hébreux en l'appliquant aux Noirs. Évidemment. Et d'une certaine façon, les pharaons deviennent les Blancs, les esclavagistes, ce qui est évidemment un renversement complet, puisqu'ils étaient les tenants, au contraire, du christianisme. Et donc j'ai l'impression que c'est ça aussi qui fait la force du jazz, c'est que c'est un renversement. Alors, quand on voit que c'est aussi un renversement spirituel, c'est-à-dire qu'il renverse l'ordre moral pour réintroduire la puissance spirituelle du texte biblique, alors c'est ce qui lui donne aussi toute sa puissance d'évocation et qui fait que le jazz est le jazz. En fait. Évidemment, et vous savez, le poète Rogers, qui était un poète jamaïcain de l'Harlem Renaissance, disait « Le jazz est une merveille de paradoxe ». 1925, c'était assez tôt. Et en disant cela, il disait « Mais il est partout et nulle part ». Et on le voit partout, mais on ne sait pas exactement de quoi il s'agit. Il joue des codes des choses les plus profanes comme des codes des choses les plus sacrées. Et c'était très clairement dit dès 1925. En gros, effectivement, ça renverse les codes, et le jazz l'a toujours fait, et espérons qu'il continue à le faire. Même à un point de vue, on parlait de ces journalistes qui sont absolument éberlués par le discours, soit très évangéliste et prosélyste d'Albert Heller, ou très mystique de Coltrane. Et d'une certaine manière, oui, on a vu dans le jazz, à juste titre, une force de revendication politique. Mais on n'a pas vu que c'était aussi une manière de réintroduire le sacré dans une société qui est matérialiste, notamment l'américaine. On ne peut pas imaginer une société plus matérialiste à ce moment-là. Hein, on est vraiment dans le moment et de la crise de 29, mais avant et après des grands booms de consommation et de matérialisme de l'époque. Et malgré tout, ces musiciens, c'est pour ça que si je devais citer un autre disque, ce ne serait pas forcément un disque de musique sacrée, parce que les deux dont on a parlé sont quand même très liés au sacré. Mais prenons Monk Alone in Paris. Donc Thelonious Monk qui joue en solo en 54 à Paris. Il n'y a pas une note. D'ailleurs, Thelonious Monk, c'est un des rares musiciens de jazz qui disait qu'il finalement il était athée. Ce qui est quand même très rare dans le cas des Noirs américains. Les Américains en général, mais à l'époque, pour les Noirs américains, c'est très rare. Malgré tout, c'est un pianiste qui s'est formé à l'église. Et c'est un pianiste qui a révolutionné la musique et qui a transformé son instrument, qui est le piano. C'est un des rares pianistes, si ce n'est le seul dans l'histoire du jazz, qui était capable de faire entendre des notes qui n'étaient pas jouées par les lois des harmoniques, que connaissent bien les organistes. Donc on revient toujours à des règles qui nous ramènent à un esprit, à quelque chose qu'on peut imposer, on peut transformer, on peut transgresser, même le son. C'est pour ça que ce disque est une merveille, en plus il est enregistré chez nous. Et on s'est beaucoup posé la question de savoir si c'était enregistré sur un piano absolument infâme ou pas, parce que le son est très bizarre. Aucun pianiste n'arrive à avoir ce son particulier. Il y a une façon de poser les doigts dessus, de jouer, de transformer l'instrument, de se le réapproprier, qui fait d'ailleurs qu'il soit au Japon en 66 sur les Steinway merveilleux qui ont été accordés pendant 4 heures, ou un piano de basse-string dans la pire bouge de Harlem, le son est le même. Donc le spirituel, il se place aussi là. Il ne se place pas que au niveau du religieux ou de l'initiatique qu'on a pu évoquer, il se place aussi de ce point de vue-là. Et ce qu'exprime Ellington, d'ailleurs, qui était un des rares pianistes qui avait cette force-là sur l'instrument aussi, mais aussi avec son orchestre, ce qu'il exprime dans Come Sunday, dans ses concerts sacrés, c'est du même ordre. On pourrait attendre de Duke Ellington, quand il fait des concerts sacrés, il est très malin, il renverse les codes. On est à l'époque de Vatican II, et beaucoup de prêtres et d'évêques commencent à voir vers les jazzmen en disant... Puisqu'on est dans ces mouvements d'ouverture sur le monde, on va demander aux jazzman d'écrire des messes. Et beaucoup répondent, en fait. Notamment Mary-Lou Williams, qui est une des grandes pianistes femmes, une des rares femmes, c'est un milieu quand même assez misogyne et assez masculin. Et elle vient de se convertir au catholicisme. Elle a vécu ce qui est assez rare chez les Noirs américains, hors de la Nouvelle-Orléans. Elle va écrire des messes merveilleuses, notamment un disque sublime qui s'appelle Black Christies of the Andes, qui est un hommage à Saint-Martin-de-Tours, le saint péruvien, qui est un saint noir. Mais Duke Ellington va le faire, il va répondre aux invitations, notamment il va inaugurer la cathédrale de San Francisco, donc vraiment dans un contexte. Puis en même temps, n'oublions pas qu'il est franc-maçon par ailleurs, en même temps il va jouer ça à la grande synagogue de New York. Il va la jouer dans les festivals de jazz européens et américains les plus profanes. Les gens qui s'attendent à voir l'orchestre de Duke Ellington de Cotton Club se voient arriver des chanteurs gospel et des thèmes très religieux.
Vous êtes sur les Racines du Ciel en compagnie de Raphaël Imbert. Nous parlons des racines spirituelles du jazz à l'occasion de votre livre Jazz Suprême, musique d'initié, de mystique, de prophète chez François Bourin, éditeur. Quel est ce second morceau que vous avez choisi de nous faire écouter? C'est un souvenir pour moi très, très important. C'est le disque qu'on a enregistré autour de la musique de Bach, musicien connu par les amateurs de spiritualité et de musique sacrée, et Coltrane. Donc ça s'appelle Bach Coltrane, tout bêtement. Donc une composition originale. Alors là, c'est un thème de Coltrane que j'ai arrangé pour quatuor à cordes, parce que le but de l'opération, c'était de jouer de la musique classique et du jazz avec des musiciens classiques et des jazzman, autour de l'improvisation. Donc ce qui nous réunissait, n'oublions pas que de l'époque de Bach, mais jusqu'à une époque assez récente, tous les musiciens classiques improvisaient. L'improvisation a disparu. On peut se poser la question de pourquoi, ce serait un autre débat. Elle n'est plus là, mais pourtant tous les ancêtres de ces grands musiciens avec qui je joue, le quatuor Manfred, improviser. Les seuls qui ont gardé la tradition de l'improvisation dans la musique classique, c'est les organistes, parce qu'ils ont gardé la fonction. Le mariage est en retard, le cercueil n'est pas encore là, l'assistance chante faux, il faut combler. Et les Français sont très forts là-dedans, il y a une grande tradition d'improvisation dans la musique classique. Et donc c'est vous qui avez fait les arrangements sur ce thème de Coltrane, et qui jouez du saxophone. Tout à fait, ouais. Et c'est un disque qu'on peut trouver, ça? C'est un disque qui est encore distribué. Qui s'appelle comment? Donc ça s'appelle Bach Coltrane, chez Zigzag Territoire, et qui est distribué par Harmonia Mundi, qui est mon nouveau label avec qui on vient de sortir un disque, Mozart Ellington. Donc c'est un peu la suite de cette exploration. Et là, pareil, c'est à la fois l'improvisation et ce sujet du spirituel qui permet de réunir des compositeurs qui n'ont a priori rien à voir, ne serait-ce que pour des raisons d'époque et de géographie évidentes. Et pourtant, il y a des choses très profondes qui les réunissent. Lélie? Oui, alors justement, en l'occurrence, dans le cas de Bach, c'est très fort, surtout dans ses variations, dans les variations Goldberg ou d'autres œuvres qui ont comme ça, qui ont une ressemblance effectivement très profonde avec le jazz. Cet élément de l'inspiration. Alors, comment vous articulez l'inspiration, l'improvisation et ce que je pourrais appeler l'essence d'une attitude spirituelle qui est de s'abandonner précisément à ce qui vient dans l'instant. Le lâcher-prise, exactement. L'abandon, le lâcher-prise. Et surtout, qui est une ouverture, qui est une passivité active, si j'ose dire, dynamique. C'est-à-dire qu'on se laisse, on s'ouvre pour que quelque chose advienne. Est-ce que c'est ça qui vous fait dire qu'il y a une essence spirituelle dans le jazz? C'est-à-dire, c'est une sorte une façon de se laisser envahir par autre chose. Et l'improvisation serait sa manifestation audible, évidemment. Alors, c'est une question évidemment passionnante et qui, moi-même, en tant que musicien et improvisateur, m'habite tout le temps. Mais je dirais que le pédagogue parle en disant qu'il faut se méfier, il faut être prudent. Combien de fois j'ai vu des jeunes musiciens qui, voyant Coltrane, se référant à ce mysticisme, à cette apparente abandon et lâcher prise, se mettent à complètement lâcher les brides ou à être complètement, et à donner des résultats qui sont très souvent absolument médiocres. Voilà, on va dire ça comme ça. Par ailleurs, regardez bien un jazzman, c'est assez paradoxal et ça fait partie du grand paradoxe du jazz. Regardez un jazzman, on a la chance d'avoir Internet, on peut regarder des millions de documents de grands jazzman. Ils ont une attitude assez, généralement, une attitude assez, j'allais dire hautaine, c'est pas le mot, mais très simple, très retenu, finalement. On pense à Miles Davis dans ce cas-là, qui est quand même un des plus grands improvisateurs. Donc c'est pas une forme de maîtrise de soi, c'est une forme quand même aussi, c'est vous, public, sous-entendu public blanc, vous attendez que moi je sois un amuseur noir, et je ne vous donnerai pas ça, c'est le cas des musiciens modernes. Et malgré tout, c'est d'ailleurs le sujet de ma conclusion, c'est de dire, mais le jazz, c'est un geste. C'est vraiment l'art du geste. C'est-à-dire que c'est un geste effectivement spontané, effectivement qui est lié au lâcher-prise. Si on ne lâche pas un tant soit peu la bride, rien ne se passe. Il y a l'excès inverse. Et d'ailleurs, on est envahi de musiciens et d'improvisateurs qui improvisent selon une méthode. Ce qui n'a jamais été le cas du jazz historiquement. Donc, ils improvisent avec des méthodes et des théories. Et c'est ce qui fait la grande différence, mon avis, de ce jazzman, celui que j'étudie, qui est presque un symbole en tant que tel, vis-à-vis des compositeurs et des musiciens de musique contemporaine dont on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire, il y a celui qui revendique, l'avenir de la musique. Je parlais de Boulez tout à l'heure, de ce que la musique doit devenir. Le jazzman ne revendique jamais cela. Il est tout simplement dans la musique au moment présent. Et l'acte spirituel pour moi le plus fort du jazz, c'est ce rapport au présent. Et au-delà même de l'abandon qui serait un signe du spirituel, je dirais que le présent, l'instant présent, la façon de vivre l'instant présent est pour moi la marque de comment on vit le spirituel dans cette musique-là. C'est la pleine conscience. Exactement. Tout à fait. On pourrait même dire, d'une certaine manière, le religieux a ce rapport au passé, et certains musiciens l'ont beaucoup. L'utopie
revendiqué par certains musiciens, mais notamment certains musiciens contemporains, musique contemporaine savante, c'est l'avenir. Le jazzman, lui, est dans le présent et incarne la spiritualité du présent. Nous allons terminer cette émission des Racines du Ciel consacrée au jazz avec l'agenda. Et c'est aujourd'hui Marie Delquier. Bonjour Marie. Bonjour. Qui va nous faire l'agenda. Qu'est-ce que vous avez choisi comme thème ? Alors, j'ai choisi de vous parler de Josep Molina, qui est un photographe spirituellement... musicalement spirituel. Alors Josep Molina, il est espagnol, très jeune, et je l'ai découvert car c'est lui qui a fait les photos de votre album Even, Raphaël Imbert. Et le regard photographique de Josep Molina sur la musique est tout à fait unique et spirituel. Alors sa particularité, c'est tout simplement qu'elle lui vient d'être violoniste professionnel et d'avoir été confrontée aux problèmes que les musiciens rencontrent souvent lorsqu'ils cherchent de bonnes images pour véhiculer leur musique. Et lui, il a donc décidé de passer derrière l'objectif et de prendre les choses en main. Et il est devenu aujourd'hui une vraie référence photographique. Il est sur la scène musicale classique et jazz. Voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment un photographe de référence, mais pas si connu que ça finalement, parce que très jeune. Vous le connaissez ? Il est même venu chez moi. C'est-à-dire que c'est tellement rare un photographe. Il est venu d'Espagne en disant... Parce que moi, je vis à la campagne. Je suis très lié à cet environnement-là. Et Harmonia Mundi me dit, on va faire une séance avec Molina, ou est-ce qu'on l'a fait à Paris, à Arles et tout. Je dis, s'il peut venir chez moi, il sera. Et il est venu chez moi, il a fait une mise en scène visuelle de mon disque, de ce que je vis, de mon environnement, qui est... Enfin, moi, je suis un admirateur de son travail, vraiment. Alors, je vous conseille d'ailleurs d'aller découvrir son travail sur son site molinavisual.com, molinavisuals.com. Alors, c'est un plasticien qui crée vraiment un corps à corps entre le musicien et son instrument. Un exemple tout simple, pour le pianiste Paul Lévis, il désosse le ventre d'un piano pour en extraire les marteaux. Les marteaux, c'est ces morceaux de bois qui frappent les cordes pour donner le son aux touches. Et lorsque Paul Lévis tient ce clavier à nu dans ses mains, c'est un squelette. C'est un squelette qui apparaît et on ne distingue plus les doigts du musicien du bois de l'instrument. Un autre exemple, pour le quatuor Diotima, il utilise le glissement d'un pinceau comme celui d'un archet. Et les musiciens finissent recouverts de peinture multicolore. Alors ces images d'hommes en costume bariolé, moi, elles me rappellent très clairement les paroles qu'on a pu avoir dans cette émission de Corinne Sambrin quand elle parle de ces visions colorées des corps qu'on peut avoir qu'elle rentre en transe. Voilà, c'est vraiment... Alors vous, justement, pour votre album, dites-nous ce qu'il a choisi de mettre en scène. Cet album qui raconte le rapport entre Mozart et Ellington à travers l'improvisation et le spirituel, justement, moi, on a une image très urbaine de ces musiciens, notamment du jazz. J'ai envie de montrer Heaven, c'est les cieux, c'est le rapport à des paradis, on va dire. Je pense que je vis dans un pays merveilleux qui est la Haute-Provence, qui raconte ça. Et il a tout de suite mis en scène ma présence autour des arbres, du ciel qui était présent, qui était un ciel d'automne de Provence assez chargé. Et il a tout de suite mis en scène ma présence qui est délicate. Je pense que moi, j'y croyais pas en fait. Quand il m'a dit « je viens chez toi », déjà j'étais très heureux, c'est rare de quelqu'un qui se déplace là-bas. Et malgré tout, il est venu et il a mis en scène à travers ces images et juste un drap gris. Il avait récupéré au dernier moment une sorte de grand velours gris qu'il a mis derrière moi comme une sorte de carré qui suit dans toutes les photos. Et c'est un élément comme ça, pas très gai. Au début, j'étais un peu effrayé à la production. Voilà. Et en fait, ça donne une ampleur et un onirisme visuel au projet qui est exactement ce qu'il fallait et qui est contre toute attente.
Oui, et donc sur son site molinavisual.com, je vous conseille justement pour comprendre aussi son travail, d'aller voir les coulisses, le making-of finalement de ces séances photos, car là on entre vraiment au cœur de son travail et on comprend comment ce plasticien s'inspire des émotions finalement que vivent les musiciens, que sont la pression, la tension, la concentration, pour lui donner tout simplement une dimension spirituelle grâce à la photo. Voilà, il s'appelle Josep Molina. Et puis, je vous donne une dernière information, c'est sur le Festival des musiques sacrées du monde qui se passera à Grasse, dans les Alpes-Maritimes. Ce sera du 22 au 27 mars et on vous y retrouvera, Raphaël Imbert. Vous y ferez une conférence le 25 mars, un concert le 26 mars et on retrouvera aussi Lélie. Lélie Anvar, on vous retrouvera le 23 mars dans un spectacle de René Garcia-Fons qui a fait le générique de notre émission. On y entendra sa fille, Soléa, qui chante sur notre générique et vous ferez une lecture du Cantique des Cantiques, Lélie, avec Frédéric Fernet. Merci. Merci beaucoup Marie Dalquier, merci infiniment Merci Raphaël Imbert d'être venu nous parler avec autant de passion du jazz et de la spiritualité. Je rappelle que cette émission est podcastable pendant 1 an et réécoutable pendant 1000 jours. La semaine prochaine, nous recevrons Aurélie Godefroy pour parler de religion et sexualité. Dans quelques instants, vous retrouvez le journal de 8h. Très bon dimanche à tous.